Merci d'être avec nous sur Média TV. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce premier numéro, la présidentielle au Libéria qui ouvre officiellement la succession de Ellen Johnson Sirleaf à la tête de ce pays. Le sénateur George Weah, légende du football africain, mais également le vice-président sortant Juan Boakai vont finalement s'affronter au second tour dans deux semaines, comme le prévoit la Constitution. Et puis au Kenya, avec les tensions politiques qui sont toujours perceptibles, tension née donc du retrait du leader de l'opposition Raila Odinga de la présidentielle prévue le 26 octobre prochain, sujet sur lequel nous allons revenir bien sûr avec nos invités beaucoup plus en détail. Et puis enfin, dans ce numéro de Talk Afrique Presse, il sera question de la crise politique en République démocratique du Congo prévue pour décembre 2017. Les élections ne pourront finalement pas se tenir à cette échéance selon la commission électorale. Pour débattre de tous ces sujets d'actualité africaine, nous sommes sur ce plateau avec Eric Nyundu, directeur de la rédaction Média TV Afrique. Bonjour Eric. Bonjour Abdoulaye, merci de m'avoir invité dans cette émission. Avec nous sur ce plateau également Elhaj Nia, journaliste et analyste politique. Elhaj, bonjour. Bonjour Abdoulaye et merci aussi pour votre invitation. Alors, avant de développer ces titres, Eric Nyundu, vous êtes le directeur de la rédaction Afrique de Média TV qui a lancé officiellement sa nouvelle grille de programme, également le lancement de la chaîne francophone ce jour. Revenez un tout petit peu en détail sur la nouvelle grille de programme. Eh bien, c'est une grille que nos téléspectateurs, justement, découvrent en ce moment depuis aujourd'hui même, le jour où on enregistre donc cette émission, le lundi 16 octobre 2017, c'est-à-dire Média TV, qui est une chaîne qui a quand même 10 ans d'âge, une chaîne internationale basée au Maroc, qui avait déjà donc une histoire, un rayonnement dans le pourtour de la Méditerranée et aussi au Proche-Orient. Eh bien, elle a choisi depuis cette année de se diriger, de axer justement son rayonnement vers le continent africain, essentiellement le continent africain, et même au-delà de la frontière donc du Sahara, qui n'est pas une frontière, mais qui est un pont, donc, en l'occurrence. Donc Média TV a lancé une chaîne, une déclinaison, donc Média TV Afrique, qui justement, à partir de ce lundi, diffuse un signal 100% en français et un signal qui est axé éditorialement sur les événements de l'Afrique. C'est en fait une chaîne qui sera internationale, qui amènera l'information internationale à l'Afrique et qui amènera l'Afrique au monde. L'ambition à court terme? L'ambition à court terme, c'est de refléter, d'être le reflet de l'Afrique. La véritable Afrique, l'Afrique contemporaine, l'Afrique dans toute sa diversité, dans sa richesse et dans ses défis, pour montrer que l'Afrique, c'est un continent non seulement jeune, un continent d'espoir, mais ce ne sont pas des vains mots, parce que tous les jours, dans tous les pays africains, il y a des gens qui se battent, qui construisent, qui pleurent, qui souffrent, mais qui réussissent aussi. On a envie de montrer ça sur Média TV. On va être l'écho de tout ce dynamisme de ce continent en devenir. Alors, la présidentielle au Libéria, parlons-en, nous disons tantôt, avec la commission électorale qui a publié les premiers résultats qui placent en tête George Weah, légende du football africain, le sénateur, qui arrive en tête avec 39% contre 29,1% pour son rival, le vice-président sortant, Juan Boakai. Un second tour nécessaire pour départager ces deux candidats dans 2 semaines, comme le prévoit la Constitution. Alors, Elhaj, est-ce à dire que le Libéria est prêt à une transition, la première d'un dirigeant élu à un autre dans ce pays depuis 3 générations? Espérons-le. De toute façon, je voudrais déjà féliciter Eric pour le lancement justement de cette grille 100% francophone. Nous avons besoin de ça justement en Afrique, c'est-à-dire des médias qui sont au cœur de l'actualité, parce que n'oublions pas qu'avec tout ce qu'on entend dans ce continent africain-là, on a besoin justement de médias forts qui puissent en réalité refléter la réalité sur le terrain des populations africaines et constituer quelque part également un véritable pouvoir, parce que c'est un métier de service public qu'ils font et les populations en ont besoin. Maintenant, pour en revenir justement des médias pour l'Afrique et par des Africains. Surtout, c'est important, c'est important. Justement, l'entrepreneuriat africain, nous en avons besoin. Donc, par rapport à la question du Libéria, je disais il faut qu'on l'espère, parce que ce qu'on constate d'habitude en Afrique, et il faut s'en désoler, et que c'est à chaque fois qu'il y a élection dans un
un pays africain, tout le monde est au garde-à-vous et on pense en réalité à une éventuelle crise. Maintenant, on a vu en réalité qu'au Libéria, après tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir en arrière avec les années de guerre et ainsi de suite. On se dirige vers une transition démocratique avec des élections qui se sont tenues. Il y a eu des résultats qui ont été prononcés, même si on pourrait se désoler du retard dans la proclamation des résultats définitifs. Et on voit en réalité que l'opposant naturel, qui était George Weah, arrive en tête de ce scrutin. On nous dit qu'il a gagné 12 des 15 provinces et qu'il est à 39% des voix contre 29% pour son challenger, ce qui fait en réalité qu'aucun des deux n'a une majorité absolue pour être président au premier tour. Maintenant, on se dirige inéluctablement vers un second tour. Espérons en réalité que ce qui s'est passé lors du premier tour puisse être concrétisé au second tour, qu'on ait des élections apaisées dans ce pays-là, que la transition se fasse démocratiquement après Ellen Johnson Sirleaf, que le meilleur ou que le candidat qui a été choisi par les Libériens puisse être proclamé au soir du second tour qui va avoir lieu dans 2 semaines et qu'on n'entende pas ou qu'on ne voit pas les vieux démons se réveiller dans ce pays qui a tant souffert justement de la guerre civile. Moi, je crois que véritablement, ce n'est pas propre au Libéria, pour tous les pays africains, avec tous les foyers de tension qu'on entend à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles surtout. Il faut surtout espérer en réalité que la vérité des urnes triomphera et que le Libéria va élire démocratiquement son président de la République. On va revenir sur cela avant la fin de cette émission. Eric Nyondou, avec un taux de participation de près de 75%. Est-ce que c'est vrai que le défi de participation, il a été réussi d'une part? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les conditions d'une élection transparente réussie sont posées au Libéria? En tout cas, il y a des prémices qui peuvent le dire. Tout n'est pas encore joué, parce que comme l'a dit Elhadj, il y a sans doute un second tour qui se profile, avec bien sûr 2 candidats, on l'a dit, George Weah, star mondiale du football, qui est peut-être le Libérien le plus connu au monde. Hein, et il faut rappeler qu'il a quand même été le seul Africain à ce jour à avoir obtenu, donc en 95, le Ballon d'Or, justement, hein, meilleur joueur du monde. Et puis après, quelqu'un d'autre, M. Joseph Boakai, qui lui est un homme du sérail, est un homme qui est discret, qui a évolué dans l'ombre de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, et qui est un homme d'expérience. Alors, est-ce que les Libériens vont choisir entre, si on peut dire, l'homme de l'international, la star mondiale qui peut faire rayonner le Libéria, et qui est un vieux routier aussi, en quelque sorte, de la politique, puisqu'il faut rappeler que George Weah, c'est sa 3e tentative, hein, la 2e en tant que candidat présidentiel, mais il l'avait été aussi en 2011 en tant que colistier, donc en tant que vice-président. On le verra, mais en ce qui concerne... Et il est sénateur, voilà, en 2014, il a été élu sénateur, donc c'est un homme qui est là, il a une expérience. Et vous avez raison de souligner ça, parce que parfois, j'ai lu quelques critiques dans la presse qui voulaient réduire George Weah au simple fait qu'il a tapé dans le ballon, en disant « oui, mais c'est un joueur de foot ». Est-ce qu'il a les compétences pour pouvoir gérer un pays? Mais c'est pas simplement un joueur de foot, c'est quelqu'un qui, non seulement dans le football, il a réussi. Donc c'est d'abord quelqu'un qui a réussi sa vie. Il a entrepris quelque chose, mais tous les joueurs de foot n'atteignent pas le sommet qu'il a atteint. Il a réussi sa carrière de footballeur, et puis il s'est transformé en homme d'affaires, en homme politique, et il a connu quelques succès et quelques excès. Il y a des réalités qu'il ne faudrait pas occulter. D'ailleurs, certains redoutent encore le scénario de la dernière présidentielle, George Weah qui arrive en pole position et qu'au finish, au second tour, qu'il soit battu. Déjà, il y a les faiseurs de roi qui arrivent. Aujourd'hui, le scénario auquel on pourra s'attendre. Oui. Le scénario auquel on peut s'attendre, il faut voir d'abord quelle est la configuration. Ce sont 2 personnages que tout oppose, en quelque sorte. D'abord, 2 visions du pays différentes, comme je le disais. Un internationaliste et puis quelqu'un qui est plus quelqu'un du sérail, donc le Premier ministre sortant. 2 parcours différents. Un qui a fait, d'abord, qui s'est fait connaître dans le sport, l'autre qui s'est fait connaître en tant qu'administrateur. Il a travaillé dans des sociétés, il a travaillé dans la politique. 2 caractères aussi. Monsieur Joseph Boakai qui est plutôt quelqu'un de discret. George Weah qui est quelqu'un qui, comme on dit, sait se faire voir, prend la parole. Par exemple, récemment, il disait pendant la campagne électorale, le Libéria, c'est moi. J'incarne le Libéria. Donc c'est quelqu'un, comme on dit, qui sait se faire entendre. Donc 2 parcours différents. Et puis 2 générations différentes aussi. Weah a 51 ans, M. Boakai, il en a 72. Mais les Libériens devront choisir entre ces 2 personnes. L'espoir, c'est effectivement qu'ils le choisissent de façon calme. Alors, après le premier tour,
les observateurs internationaux, auxquels il ne faut pas toujours se fier, hein, parce que par exemple, on parlera tout à l'heure du Kenya, ils se sont complètement loupés, plantés sur le Kenya. Ils avaient tous donné leur blanc-seing, mais on y reviendra. En revanche, au Libéria, ils ont dit qu'il y avait quelques lacunes peut-être. Il y a eu dans l'accès justement au bureau de vote, dans la possibilité pour les électeurs de pouvoir voter, de pouvoir se faire identifier. Il y a eu quelques lacunes, mais n'empêche, on sait bien que rien n'est parfait. Il ne faut pas l'oublier, comme Elhadj l'a rappelé, que le Libéria a connu 14 ans de guerre civile avec près de 250 000 morts. Pour un pays qui était d'à peu près 4 millions d'habitants à l'époque, je veux dire, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que pratiquement dans chaque famille libérienne, il y a quelqu'un qui a été victime de cette guerre civile. On le sait avec les seigneurs de la guerre, Prince justement, qui était d'ailleurs candidat aussi à cette élection, et puis aussi Charles Taylor, hein, le fameux Charles Taylor. Mais donc après la période de John Sirleaf, un nouvel espoir s'ouvre pour le Libéria. On espère que ce pays va pouvoir s'en sortir. Ce pays a aussi souffert ces 3 dernières années de la crise aussi d'Ebola. Ne l'oublions pas aussi, avec la Guinée et la Sierra Leone. Très rapidement. Ce que Eric a dit est tellement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire George Weah à cette star du football africain, cet ancien ballon d'or. Il faut voir en réalité, quand on élit un président de la République, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à élire un leader d'abord. George Weah, dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le football, il a été un leader. Mais au-delà du football aussi, il a été un leader dans ses activités personnelles, ou voire même économiques. Et qu'est-ce qu'on cherche également quand on élit un président de la République? On cherche à élire quelqu'un qui peut entreprendre et qui peut faire rêver aussi quelque part. Et je crois que ce sont des atouts sur lesquels il ne faut pas négliger la capacité de George Weah à gagner l'élection présidentielle au Libéria. Encore que l'écart est plus ou moins large. C'est 10 points qui séparent en réalité George Weah et son challenger. C'est clair qu'il y a des tractations qui vont se faire, il y a des choses qui vont se jouer, mais je pense que fondamentalement, c'est le moment ou jamais pour Weah justement de s'imposer et de devenir président. Alors c'est clair. Une autre question d'actualité que nous allons aborder dans cette émission de Talk Afrique Presse, la situation politique au Kenya avec les tensions politiques qui sont toujours perceptibles. Je le disais tantôt, Raila Odinga, le leader de l'opposition qui s'est retiré de la présidentielle prévue le 26 octobre prochain. Le camp d'en face, notamment le pouvoir qui se veut catégorique, formel, avec ou sans Odinga, le scrutin se tiendrait lieu. Ce qui assure d'ailleurs la colère de ses partisans qui ont manifesté manifestation interdite par le ministre de la Sécurité intérieure. Nous allons suivre, avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons d'abord regarder cet élément concocté par Papa Cheikh Ndiaye Diouf. Au lendemain des manifestations consécutives au retrait de la présidentielle du 26 octobre du chef de l'opposition Raila Odinga, le ministre de l'Intérieur kenyan a pris des mesures conservatoires. Due to the clear, present, à raison du danger imminent qui menace la paix et l'ordre public, le gouvernement kenyan informe le public que pour le moment, aucune manifestation ne sera plus autorisée dans les 3 villes de Nairobi, Mombasa et Kisumu. We will not allow demonstrations within the central business districts of Nairobi, Mombasa and Kisumu. Parmi ces 3 villes concernées, Kisumu et Mombasa constituent des fiefs de l'opposition. Elles ont été le théâtre de plusieurs affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le gouvernement a lancé un appel aux différents candidats pour la sauvegarde des intérêts du pays. Les personnes doivent vraiment comprendre que nous avons une responsabilité. Il est temps que nous soyons honnêtes les uns vers les autres. Nous causons souvent du préjudice à notre pays et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Je voudrais appeler tous les responsables et tous les acteurs politiques à mettre en avant les intérêts du pays. Du côté des opposants, cette interdiction constitue une violation de leurs droits constitutionnels. Ils promettent de nouvelles manifestations pour réclamer des réformes électorales avant une deuxième élection. Elhadj, quelle situation ou quel commentaire cette situation politique au Kenya vous inspire? La peur. De toute façon, il faut avoir peur. On a vu ce qui s'est passé lors de la précédente élection où le président Kenyatta a été déclaré vainqueur avant d'être avant que sa victoire ne soit remise en question par la Cour suprême. Maintenant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que le week-end dernier, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts.
aujourd'hui également au Kenya, il y a eu des manifestations, il y a eu un mort. C'est-à-dire que dans cet élément-là, on voit le ministre de la Sécurité qui interdit des manifestations dans certaines localités du Kenya. Sauf qu'il y a après 1 heure de temps, quand je venais, il y a le président qui a autorisé à ce que les manifestants puissent accéder au centre-ville. Parce que le climat est tellement tendu que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Maintenant, ce qui n'arrange pas la situation au Kenya, on avait pensé qu'après justement l'annonce de la Cour suprême qui invalidait la victoire du président Kenyatta, on aurait des élections apaisées, sauf que le retrait du candidat naturel de l'opposition, Raila Odinga, a jeté justement la poudre au feu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on craignait au second tour n'a pas au premier tour n'a pas changé. C'est-à-dire en réalité que l'opposition kenyane n'a pas confiance au système électoral tel qu'il est aujourd'hui au Kenya. Et les autorités actuelles n'ont rien fait pour changer la donne, c'est-à-dire en réalité le fichier informatique dont on parle est resté en l'état. Et maintenant pour booster les choses, voilà que le chef de l'opposition décide de se retirer. Il ne se retire pas de son propre gré pour ne pas participer à l'élection, parce qu'il sait en réalité que quand il se retire, il n'y aura pas d'élection. Et on va maintenant refaire le processus électoral. Et maintenant le président Kenyatta nous dit que quel que soit Alpha, le 26 octobre, il y aura une élection présidentielle. Ce qui est certain, justement, les militants de l'opposition ne vont pas l'accepter. Ils vont encore redescendre dans la rue si on fait ce forcing-là. Et il faut craindre pour justement des jours plus ou moins ténébreux pour le Kenya. Je crois que l'Afrique n'a pas besoin de ça. Et il faut que justement les leaders africains commencent à réfléchir par rapport au processus électoral, qu'il ne soit pas dans l'instant, mais qu'il soit dans la prospective, de sorte que dans toutes les démocraties majeures, comme cela se fait, quand il y a des élections, que le processus soit respecté en amont comme en aval et qu'il n'y ait pas de contestation possible. Moi, je crois que sans cela, il faut craindre pour le Kenya. Alors, Eric, c'est vrai que les deux camps se campent plutôt sur leur position, le camp du pouvoir qui estime qu'avec ou sans Odinga, le scrutin se tiendrait lieu, alors que le leader naturel de l'opposition, Raila Odinga, ses partisans estiment qu'il s'est retiré de l'élection. Forcément, cela doit impliquer l'annulation du scrutin. Quel compromis, selon vous, pour apaiser la tension politique ou la situation politique de façon globale au Kenya? C'est un momentum pour le Kenya. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Elhaj, c'est un pays qui a déjà connu une grave crise politique. Et pourtant, le Kenya est un grand pays d'Afrique. C'est la plus grande économie de l'Afrique de l'Est. C'est une économie très dynamique. Je pense que le Kenya est parmi les 4 puissances économiques du continent. Donc, si le Kenya va mal, l'Afrique ira mal. Donc, on a besoin d'un Kenya stable. C'est bon pour le Kenya, c'est bon pour l'Afrique. Donc à partir de là, je pense qu'on est à un momentum où les hommes politiques kenyans doivent prendre conscience justement de leur responsabilité devant l'histoire. Ils ne peuvent pas laisser sombrer leur pays, justement, encore une fois, dans une responsabilité. C'est la Eh bien, il faut prendre les responsabilités, c'est-à-dire en acceptant, je pense, que le pari de M. Raila Odinga, c'est quoi? C'est dire l'institution qui a été désavouée par la décision de la Cour suprême qui a été prise justement le 1er septembre, c'est effectivement la commission électorale. Parce que cette commission électorale, et il faut se rappeler qu'est-ce que dit la Cour suprême dans son jugement. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il y a eu des irrégularités dans la transmission des résultats. C'est-à-dire qu'on a tripatouillé, pour le dire autrement, entre la collecte et la transmission des résultats. Et qui était responsable de ça? C'était justement cette commission électorale. Donc de ce point de vue-là, ce que dit Odinga, c'est je ne peux pas retourner aux élections avec une telle commission. Donc il faut prendre le temps. Je veux dire, vaut mieux prendre le temps de faire des bonnes élections, pas trop de temps bien sûr, parce qu'on arrivera sur un autre cas que vous connaissez, et on en parlera dans d'autres pays, à chaque pays, justement une situation différente, mais vaut mieux organiser des bonnes élections, sinon ça laisse des rancœurs, et ça peut conduire à de la violence. Alors moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand on regarde ce qui s'est passé, je veux dire, et qu'on prend du recul à l'échelle de l'Afrique, ça montre aussi à nos téléspectateurs que l'Afrique est multiple. Le même jour, c'est-à-dire le 10 octobre, au Libéria, les gens allaient voter pour passer un passage, si on peut dire, de témoin, une transition démocratique après 13 ans au pouvoir de Mme Sirleaf Johnson, un pouvoir qui s'est exercé bien. On fera un certain moment, bien sûr, le bilan de la présidence de Sirleaf Johnson, mais en tout cas, un pays qui a retrouvé le calme, la paix, et qui a des élections qui se passent bien. Et puis au Kenya, qui était plutôt un pays calme, là, on est à la charnière, on est à la croisée des chemins,
est-ce que le Kenya va basculer dans la violence ou pas? La même date, le 10 octobre, c'est le jour où Odinga claque la porte. Qu'est-ce qu'il fait Odinga? C'est un vieux briscard de la politique. Comme on dit, il n'est pas né de la dernière pluie, c'est quelqu'un qui connaît très bien la politique. Il joue son va-tout. C'est son dernier pari pour lui. S'il ne réussit pas cette élection, il ne fera plus de politique. Il passera la main à la prochaine génération. Donc ce qu'il veut, c'est marquer le coup. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, et pour rebondir exactement, aller dans le même sens que ce que disait Elhadj, ce dont on a besoin, c'est des institutions dans lesquelles on peut croire. C'est-à-dire des institutions fiables. Ce n'est pas les hommes qui vont changer. Il faut des hommes parfois avec des destins, des leaders et tout ça, mais il faut des institutions. Et c'est clair que la commission électorale kenyane, elle s'est en quelque sorte, je veux dire, elle-même, elle s'est désavouée, quoi. Alors, question sur laquelle certainement nous allons revenir dans un autre cadre, parce que nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Avant de la clore, nous allons aborder une dernière question d'actualité de ce numéro consacré à la crise politique en République démocratique du Congo, prévu pour décembre 2017. Eric Nindou, je pose la question d'abord à Elhadj Ndiaye, prévu pour 2017. Les élections ne pourront finalement pas avoir lieu à cette échéance, selon la commission électorale qui estime qu'il ne faut pas moins de 504 jours pour organiser des élections. Quel commentaire ou quelle analyse cela vous inspire? Vous voyez, quand on fait le tour d'horizon de tout ce que nous avons dit sur ce plateau, on en revient à un même constat. Lors de l'organisation d'élections dans tous les pays d'Afrique, pratiquement ou dans la majorité des pays d'Afrique, c'est le problème de nos institutions. Ce n'est pas un problème qui est spécifique. On parle spécifiquement de la RDC. On voit actuellement ce qui se passe au Togo. On voit actuellement la discussion qui a lieu au Sénégal, alors que les élections auront lieu en 2019. Ce qui fait que fondamentalement, on se rend compte de quoi? On se rend compte en réalité que les chefs d'État africains savent comment accéder au pouvoir, mais ils ne savent pas comment quitter le pouvoir. Et fondamentalement, tant qu'on ne réfléchit pas au-delà de sa propre personne pour mettre en avant justement les intérêts de son pays et mettre en avant les intérêts des institutions de la République, on se retrouvera dans le même cas de figure. Et le cas de la RDC, pour en revenir spécifiquement, est assez complexe. Parce qu'il y a une réunion tripartite qui est organisée entre le gouvernement, la CENI et l'opposition. Et aucune de ces institutions ne parle le même langage. Parce que probablement des élections auront lieu en 2019. Et même au sein de l'opposition, il y a aujourd'hui une division. Certains sont pour que les élections se tiennent en 2019. D'autres sont sûrs en réalité que même en 2019, les élections ne pourront pas se tenir. Parce qu'on a commencé les inscriptions sur les listes électorales sans pour autant définir le processus électoral de manière très claire. Alors, donc fondamentalement, ça pose problème. Et ça va être également une poudrière, comme ça a tous été le cas en RDC. C'est-à-dire que moi, depuis combien de temps vous avez entendu une élection apaisée en République démocratique du Congo? Et maintenant, quand vous voyez du point de vue démographique, c'est-à-dire le vivier que constitue la RDC, c'est 42 millions qui votent en RDC. C'est comme le Sénégal où on est à 5 millions d'électeurs. Et s'il y a contestation, fondamentalement, ça va créer le chaos, ça va créer des divisions. Et quand c'est instable, c'est toute la région des Grands Lacs, justement, qui va D'accord. Très rapidement, et là, finalement, est-ce que la modification des constitutions ne remet pas au grand jour avec cette problématique qui continue de ravager ou de plomber le processus de développement en Afrique? Plus généralement, mais pour partir du cas de la RDC, il n'y a pas eu de changement de constitution. La RDC, c'est toujours la constitution en vigueur, cette constitution votée en 2006, qui est en vigueur. C'est-à-dire que le mandat officiel du président Kabila s'est achevé le 19 décembre 2016. Après un accord politique, parce qu'on peut toujours parler. Justement, vaut mieux se parler, vaut mieux un mauvais accord qu'une guerre. Donc c'est clair, vaut mieux se parler, trouver un accord, mais après il faut respecter les termes de l'accord. Alors moi je veux simplement rebondir sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Congo. Elle dit il me faut 504 jours. Donc ça nous reporte avril 2019. Et elle donne comme raison à cela, elle dit on n'a pas pu faire l'enrôlement dans tout le territoire du pays, un territoire qu'il faut rappeler grand comme 5 fois la France, 80 millions d'habitants, 42 millions d'électeurs à inscrire. Et elle dit parce qu'il y a des zones sensibles, des zones où il y a des troubles, c'était l'est du pays, le long de la frontière rwandaise et burundaise. Maintenant c'est le centre, c'est le Kasaï. Il y aura toujours ça. Parce que le pays, justement, a connu une telle histoire mouvementée qu'il y aura tout ça. Elle dit, pas le temps d'en faire l'enrôlement selon nos calendriers. Pas d'argent non plus. Mais elle oublie de dire une chose, pas de volonté politique. Aussi bien du pouvoir que de l'opposition, il y a un bon nombre de gens dans ce pays-là qui veulent le statu quo. Et malheureusement, ils veulent ce statu quo au risque
de faire sombrer ce pays. Mais je pense qu'il faut garder espoir parce que de toute façon, il y a aussi des bons exemples en Afrique où des élections se sont très bien passées et on peut s'en inspirer également. Alors, merci, chers téléspectateurs. C'est sur cette note que se referme ce numéro de Talk Afrique Presse qui recevait, aujourd'hui donc Eric Nyoudou, directeur de la rédaction Afrique de Midi 1 TV. Eric, merci d'être venu. Merci beaucoup. Commenter avec nous toutes ces actualités relatives à l'Afrique. Alors, Elhadj Ndiaye, vous également, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Diallo. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Merci à vous.